24/03/2026, nous sommes dans la 5e année, jour 29 depuis le début de l'inversion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Aujourd'hui, nous examinerons les attaques réciproques. Nous allons également examiner des frappes douloureuses contre l'infrastructure pétrolière russe, qui se trouvait loin du front, et bien d'autres choses encore. Hier, un incendie a été signalé dans un dépôt de carburant et de lubrifiant dans la localité de Krim, dans la région russe de Rostov. Sur les images disponibles, on peut voir un grand incendie avec un important dégagement de fumée. Il n'y a pas encore d'informations officielles sur la cause, mais nous savons bien sûr pourquoi ça brûle. Il y a eu une attaque de drone. L'objet concerné semble être un dépôt de ce qu'on appelle des carburants et lubrifiants, c'est-à-dire du diesel ou de l'essence ainsi que des lubrifiants. De tels entrepôts sont un élément essentiel de toute logistique militaire, car ils assurent l'approvisionnement des véhicules, des générateurs et d'autres équipements. Si vous y réfléchissez, presque tout a besoin de diesel, d'essence ou de lubrifiant. Peu importe qu'il s'agisse d'un véhicule, d'un générateur, d'un mât, d'un radar ou d'une position, comme par exemple une position de défense anti-aérienne. Tout ce qui peut bouger a besoin de lubrifiant ou de carburant, et dans le pire des cas, même des deux. Et sans cela, la durée de vie est énormément réduite, voire l'utilisation complètement empêchée. La région de Rostov a un rôle très particulier, car elle se trouve directement à la frontière avec l'Ukraine et elle est responsable d'environ 70 à 75% de l'ensemble de l'approvisionnement pour les soldats russes en Ukraine. Elle sert aussi de zone arrière pour les forces russes, d'où partent d'importantes voies d'approvisionnement vers le front. Ces installations ont donc une importance opérationnelle. Hier, pour la première fois, des images claires des dégâts d'une attaque de drone ukrainien sur le port russe de Primorsk ont été diffusées au sol. Les images montrent des installations en feu dans le dépôt de pétrole, avec une forte fumée, comme déjà observé ailleurs. En complément, des images satellites, notamment analysées par Radius Svoboda, confirment également que des parties essentielles de l'infrastructure ont été touchées. Au moins 5 grands réservoirs de stockage sont donc en feu, mais l'incendie continue de se propager. L'attaque aurait eu lieu de nuit et aurait été menée par des drones kamikazes ukrainiens à longue portée, surtout le FP2. La distance jusqu'à la ligne de front est d'environ 1000 km, ce qui souligne la portée et la capacité de ciblage de ces systèmes. Le plus grand port pétrolier russe sur la mer Baltique est un centre névralgique pour l'exportation de pétrole brut. Avec une capacité annuelle pouvant atteindre 75 millions de tonnes, l'installation fait partie des nœuds les plus importants pour l'exportation d'énergie russe vers l'Europe et le marché mondial. Ainsi, l'infrastructure de stockage, les installations de chargement et les connexions aux pipelines y sont toutes regroupées. Les autres installations touchées, hormis les réservoirs visibles, restent pour l'instant incertaines. Ce qui compte pour Tglae, c'est de déterminer si, au-delà du stockage, des installations de chargement ou de contrôle technique ont aussi été endommagées, car cela conditionne la limitation réelle de l'exploitation. L'attaque s'inscrit dans une stratégie visant des cibles économiques majeures, comme le blocage du détroit d'Ormuz, profondément à l'intérieur du territoire russe, afin que les Ukrainiens cherchent ainsi à empêcher les Russes de continuer à gagner de l'argent grâce à la hausse actuelle du prix du pétrole. Quelques réservoirs en feu isolés n'entraînent pas forcément d'interruption durable, mais des frappes répétées ou des dommages sur des points clés peuvent considérablement amplifier l'effet. Des forces ukrainiennes du régiment d'assaut Safari, qui font partie de la brigade d'assaut conjointe Lyud de la police nationale, ont réussi à détruire une position russe dans la région de Konstantinivka à l'aide de mines antichars. Des enregistrements correspondants montrent la préparation puis la détonation dans la zone ciblée. Apparemment, des mines antichars posées ou placées de manière ciblée ont été utilisées contre des positions fortifiées. Cette méthode indique évidemment une approche planifiée, car les explosifs ne sont pas seulement utilisés de manière défensive pour bloquer, mais aussi de manière offensive pour attaquer des positions. Ce n'est pas le premier incident, mais cela arrive seulement 1 à 2 fois par an. La première fois, je l'ai vu côté russe. Konstantinivka, située dans la région de Donetsk, est depuis longtemps un point clé du front et reste aujourd'hui disputée. L'attention se concentre de nouveau sur les combats autour de Bakhmut et ses lignes de défense. Les combats dans cette zone sont souvent caractérisés par de petites opérations tactiques, au cours desquelles des positions individuelles sont ciblées et neutralisées. L'utilisation de mines sur le front, surtout sous cette forme, indique donc une courte distance, de l'improvisation et une certaine mobilité des forces engagées. Des rapports récents signalent un déplacement sur la ligne de front. Les zones les plus touchées sont la transition vers l'oblast de Dnipropetrovsk et les régions au nord de Koujapol, près de la rivière Jandchour.
Certaines zones autrefois tenues par les forces russes ne sont plus sûres, mais désormais considérées comme disputées ou reprises par l'Ukraine. Ce n'est pas encore sur la carte car j'attends d'autres géolocalisations, mais les rapports augmentent fortement actuellement. Cela montre la pression constante des forces ukrainiennes sur les lignes russes, notamment près de Kouyapol, où le terrain est marqué par des combats mobiles. Quand le contrôle des lignes fluviales comme le Yandchour change, cela affecte aussitôt les positions défensives locales, car le terrain sert souvent de repère aux lignes. Les avancées continues indiquent que les contre-opérations ukrainiennes dans ce secteur ne se sont pas arrêtées. C'est une pression due à l'érosion progressive des positions russes, visant non une percée rapide, mais un affaiblissement et un déplacement systématique du front. Si nous regardons cela de très près sur la carte, nous voyons ici à nouveau les deux lignes de défense, y compris la ligne entre la colline 133 et 154. La colline 133 d'ailleurs est très fortement fortifiée. Mais les Russes, selon les derniers chauds rapports, ont déjà repris position au pied de la colline et mettent une forte pression sur les Ukrainiens ici, qui toutefois oblige les Russes à passer par un goulot d'étranglement. Mais plus au nord, la situation est différente. Lors de la contre-offensive ukrainienne, il n'y a presque aucun changement. On suppose qu'ils sont maintenant arrivés quelque part ici en bas, mais je n'ai toujours aucune preuve de cela. En conséquence, je ne pourrais pas le représenter sur la carte de situation. L'entreprise russe Bureau 1440 a obtenu le lancement des 16 premiers satellites du projet Rasfeld 3. Il s'agit d'un réseau de communication prévu en orbite, qui sont considérés comme l'équivalent russe de Starlink sur le plan fonctionnel. Le programme vise à créer une constellation de satellites pour la communication haut débit. Selon les informations actuelles, un total de 250 à 300 satellites devraient être mis en orbite au cours des prochaines années. Le début des services commerciaux est prévu pour l'année 2027. Avec ce projet, la Russie tente de mettre en place une infrastructure indépendante dans le domaine de la communication par satellite. Ces systèmes offrent l'accès à Internet civil, surtout dans les régions isolées, et jouent aussi un rôle militaire pour la communication, la coordination et la transmission de données en zone d'opération. Ce qui manque actuellement aux Russes, et cela se ressent clairement sur le front. L'étendue actuelle avec 16 satellites lancés marque certes une phase précoce du développement, mais pour une couverture étendue et performante, des constellations nettement plus importantes sont nécessaires, comme c'est déjà le cas pour des systèmes comparables. En conséquence, la vitesse de l'expansion future sera un facteur décisif pour la réelle capacité opérationnelle. Lors d'une réunion récente, Poutine a reconnu que la dynamique de l'économie russe s'est détériorée au début de l'année 2026. Dans les vidéos publiées, on le voit évaluer les mesures appropriées et tenter également d'améliorer la situation économique. Les représentants du gouvernement et responsables restent réservés. Aucune mesure concrète ni cause structurelle n'a été détaillée lors de la réunion. Au lieu de cela, tout se limite à une demande générale de stabilisation ou d'amélioration du développement économique, sans en mentionner la solution. Le contexte est ici déterminant. La Russie reste sous la pression des sanctions occidentales, tandis que d'importantes ressources sont simultanément mobilisées pour la guerre, qui semble ne jamais devoir finir. Les deux ont un impact sur le niveau central de l'économie, de la production industrielle aux investissements, jusqu'aux priorités budgétaires de l'État. Et sur ce, je remercie votre visite. Un remerciement particulier va à un entraîneur bénévole, ici c'est finalement Ferdi Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine analyse de la situation.